ça se poursuit. Rien de spécial à dire à ce niveau-là. Bon, il y a des choses intéressantes qui sont développées, mais en gros, c'est fait de façon assez classique pour l'instant ce qui se passe. Alors, du côté de notre cité de reconstruire, je pense que je vais faire ça vite. Il y a donc ce squelette qui se met en place et ouais, au début on a un petit peu peur, mais très vite oui on voit que ça va juste mettre en place des fondations et que va y rien avoir de perdu, même si techniquement il y avait moyen puisqu'il y a des trucs qui surgissent un petit peu du sol, mais tout le monde le vit bien. Chambord le vit bien, hein. Et au passage juste un truc, il profite vraiment du fait que ça se passe à Chambord parce que le nombre de documentaires de fin qui parlent de sujets autour de Chambord, c'est dingue, quoi. Je n'ai jamais autant su de trucs sur Chambord que maintenant, quoi. Enfin bref. Et ces fondations se mettent en place. Il y a Tao qui est content, qui dit ah, Léonard avait tout prévu. Et il y a Nostradamus qui dit ouais, Léonard avait tout compris, il fallait suivre son instinct. Ok, c'est un truc qui me fait chier par rapport à ça. D'accord. L'astrologie, le fait de voir dans les astres, le futur, tout ça, c'est une science exacte maintenant dans cette série. Très bien. Est-ce que vous pourriez ne pas insister comme si vous vouliez prouver quelque chose? Vous partez d'un postulat qui est faux. Hein, pour moi, c'est totalement faux. Hein. En tout cas, c'est clairement discutable et c'est clairement pas prouvé vrai. Sur lequel il n'y a pas besoin de s'apesantir de cette façon-là. Voilà, on a compris. Léonard a été un visionnaire qui voyait dans le futur. Pareil, les Muins et les Atlantes aussi pouvaient voir dans le futur. Il n'y a que ça qui explique la logique de comment ça a pu se goupiller aussi bien pour trouver les cités d'or, etc. Voilà, ils ont pu voir dans le futur. C'est cool. C'est pas la peine de nous appuyer que c'est super et tout. Enfin bon, c'est juste histoire de dire. Bref, ça se met en place et il y a Tao qui finit par utiliser la pyramide de Mu pour créer des moules à partir donc de la base de cette cité. Honnêtement, vous mettez en place tellement de choses dans la base de cette cité, je me demande pourquoi vous pouvez pas juste faire une cité fonctionnelle en fait. C'est ça que je comprends pas, hein. On leur donne tous les outils pour construire tous les machins qui sont nécessaires dans cette septième cité. Pourquoi vous ne faites pas juste une septième cité pour protéger? Avec peut-être quelque chose pour l'activer, mais c'est tout, pour l'activer. C'est c'est juste une fois de plus pour rajouter du travail en plus parce que vous avez décidé de traiter cette fin du monde comme un jeu. Il y a que ça qui est logique, hein. Ranaori et compagnie, ils ont décidé de traiter cette fin du monde comme un jeu. Si quelqu'un arrive à suivre notre jeu de piste et à suivre bien nos instructions comme il faut, qu'on rend complexe et vraiment détaillé, et ben il se branle l'humanité, sinon tant pis. C'est ça les règles du jeu, hein, il y a que ça qui est logique, hein. La seule chose qui pourrait un petit peu sauver ça, ce serait de dire que Ranori est en fait une détraquée qui considère ça comme un jeu. Et à ce moment-là, vous savez quoi, ça justifierait peut-être certains trucs. Excusez-moi d'insister là-dessus, hein. Bref. Le fait est qu'ils vont avoir différents moules créés grâce à ça pour créer différentes pièces qui seront à mettre pour la cité d'or. Et pour ça, ils vont utiliser la forge de Zimbabwe parce qu'ils ont une forge là-bas, ils sont très doués pour ce genre de truc. Ça tombe bien, ah, mais à nouveau, hein, on a prévu ça, on a vu dans le futur, hein, on est super doués, nous les Muins et les Atlantes. Et donc, après pas mal de moments un petit peu gag où on sait pas trop comment manipuler la couronne qui permet de faire léviter des trucs. Voilà, on voit ça avec Nostradamus, il y a Sancho qui se la pète, et il y a Pedro qui se la pète, et Sancho qui essaye de dire ah, moi aussi je veux une couronne. Pourquoi t'en as pas une toi-même? Parce qu'on voit Tao les faire à partir de rien. Il peut créer plusieurs couronnes, Tao. Maintenant, c'est possible, on peut faire ça. Donc pourquoi il s'est pas contenté d'en faire plusieurs maintenant que c'est dispo, quoi. C'est ridicule, je suis désolé, hein, c'est ridicule. Ah, enfin bref, ils amènent ces différents moules pour forger différentes pièces pour former la cité. Et ça se passe pas super bien au début parce que ça se solidifie pas comme ça, l'oricalque liquide. Et parce que oui, la matrice d'oricalque, ça fournit de l'oricalque en infini apparemment.
C'est pas vraiment totalement l'impression que ça donnait, j'étais pas sûr, mais là, oui, la confirmation auricalque liquide à l'infini. Tu peux en avoir des tonnes de litres, il n'y a pas de souci. Ah d'accord, très bien. Et donc, petit problème au début, ça ne se solidifie pas comme l'or ou quoi que ce soit, donc c'est un peu compliqué. Et c'est là qu'ils comprennent un truc par rapport à la cité d'or du Tibet. Comme quoi il y avait un espèce de rythme particulier qui s'entendait lors de la création des grands condors. Une fois de plus, ce qui gâche le côté unique du grand condor de départ, mais bon, quoi, on essaye de rebondir là-dessus. Voilà, il y avait un rythme particulier, et à Zimbabwe, on se dit, ah ouais, ça tombe bien, on est les pros du tam-tam, alors dites-nous le bon rythme à faire, et c'est ce qui permet de solidifier l'oricalque. C'est là où on se trouve avec ça, et c'est vrai, c'est juste la formation de la cité qui continue bon train, qui commence bon train, dira-t-on, et voilà. T'as rien de spécial à en dire, à certains moments un petit peu habituel, mais en dehors de ça, pas grand chose à en dire. En dehors de ça, on va suivre Mendoza, Laguera et Gaspard qui vont suivre le tunnel de lave qui mène aux Olmecs. Il y a Laguera qui explique que Ambrosius lui a expliqué, je sais pas quand, peut-être que j'ai pas fait gaffe, je me souviens plus très bien de ça, que cette base Olmec utilise ce ruisseau de lave pour alimenter un moulin. Alors, je ne sais pas exactement comment on arrive à alimenter un moulin avec de la lave, mais à nouveau, hein, technologie futuriste du passé, pourquoi pas. Et c'est donc une bonne piste solide à suivre pour ça. À nouveau, les propriétés réelles de la lave sont minimisées à fond parce que ils sont genre à 10 cm de la lave et ça les affecte à peine. Genre, oh, il fait chaud. Non, vous êtes à 10 cm de la lave, vous dites pas, ah, il fait chaud, vous cramez. Je tiens à le dire une fois de plus, ça. Mais bon, tout le monde le fait. Tous les médias fictifs le font. Hein. C'est plus pratique pour mettre le suspense et pour appuyer une certaine tension. On est près de la lave, il fait chaud. Alors que ça devrait pas être il fait chaud, ça devrait dire ah je crame quoi. Mais littéralement. En tout cas. Ils finissent donc par rejoindre la base Olmec et à s'y infiltrer, alors que un petit peu plus loin, il y a Ambrosius qui les attend. Allez récupérer ma pierre d'Ophir, vous verrez ce qui vous attend après. Traître, ma vengeance sera terrible. Qui est une fois de plus. Je pouvais comprendre ça sans que tu le dises. Je déteste qu'on prenne le spectateur pour un abruti qui ne comprend pas ce qui se montre directement à l'image. Vraiment, je vous jure, c'est tellement facile de faire passer la même chose en ayant exactement la même image, mais sans faire parler le personnage. Trop, c'est l'ennemi du bien. Et trop de texte de ce genre-là, ça n'aide pas. Et je sais que je me plains sur un détail qui est anodin par rapport à d'autres problèmes qui sont beaucoup plus gros, mais vraiment, ça devrait être une base d'écriture que n'importe quel scénariste devrait avoir, bordel de cul, quoi. Pour n'importe quel média. Quand il n'y a pas besoin de dialogue et que simplement l'expression d'un personnage suffit à véhiculer quelque chose, ne faites rien dire au personnage. Le fait qu'il y ait des scénaristes aussi nombreux qui ne comprennent pas ce principe, ça me saoule. Voilà, sérieusement. Ouais, hein, il va les attendre, donc tapis dans l'ombre, ça va être donc un problème à gérer pour plus tard, ça. Hein. Évidemment, ça sent un petit peu le grand méchant de fin, la grande confrontation de fin, celui-là. Ok, je m'attendais à ce qu'il soit plus proactif lors de sa réapparition, mais il a juste attendu dans son coin pour faire un coup en traître. À nouveau, il est censé avoir la super puissance de Zarès. Alors il l'a plus trop parce que son costume marche moins. Enfin bon, hein, c'est pas grave ça. Donc, il s'infiltre chez les Olmecs. Il y a quelques moments pas trop mal. C'est de l'infiltration pas trop mal. Au début, ils se disent où il faut aller. Il y a la guerre qui dit ça doit être la salle des sarcophages. Parallèlement, alors qu'ils chercheront un petit peu, ça se fera pas directement comme ça. Ils se diront, ouais, c'est pas ici, c'est peut-être là. C'est pas aussi simple, ça vient pas directement. On passera un tout petit peu de temps sur Tyrias. On revient enfin sur lui. Et je trouve ça dommage parce que, une fois de plus, on met de la base très intéressante sur lui et on la développe à peine. De
façon à ce que ce soit acceptable, mais sans plus. Parce que, voilà, on le voit regretter quelqu'un, un portrait de quelqu'un qu'il aimait, semble-t-il. Et vu ce qu'il dira plus tard, ça devait être une Atlante, pas une Muenne. Hein, lui, c'était un Atlante, c'était une Muenne. Donc il voit ça, tandis qu'il y a méchant le mec qui lui dit que son père, Ménator, ne serait pas très fier de lui, le général Ménator. Et il me semble que c'est le général qu'on a eu dans la fin de la saison 1. Je me souviens une fois de plus, pas trop de ces personnages, et j'ai pas trouvé très marquant, mais il me semble que c'est le nom du général Olmec à la fin de la saison 1. Hein, n'hésitez pas à me reprendre, hein, c'est histoire de dire qu'il y a un lien. Qu'est-ce que ça change? Pas grand chose, mais ça devrait justifier pourquoi il a ce traitement de faveur d'avoir été réveillé en premier par rapport à d'autres. J'imagine que c'est pas forcément plus mal, quoi. Bon, voilà, il y a cette conversation entre donc le méchant le mec qui se dit ouais, nos armées sont prêtes à raser le monde, à conquérir cet endroit-là, et ce coup-ci les Muins ne pourront plus nous arrêter, tandis que Tyrias se dit hey, est-ce que ça vaut vraiment la peine, ce n'est plus notre monde? Est-ce que c'est vraiment ce pourquoi on devrait vivre maintenant? Et c'est très intéressant, et une fois de plus, on fait le minimum. Enfin, le minimum. Est-ce qu'on doit poursuivre cet héritage de guerre et de haine qui nous a amenés ici, et certains ne veulent pas en sortir, alors que d'autres ont envie de tourner la page parce qu'ils ont été influencés par d'autres? Je trouve ça très intéressant, et on ne se penche pas là-dessus. Plus que ça, sérieusement, si vous aviez montré ce genre de choses, ce genre de développement autour des Olmecs en tant que menace, je vous jure que j'aurais adoré. Je vous jure que j'aurais adoré ça. Mais je sais pas, peut-être que ça a été mal traduit dans la saison 1, mais ça m'a pas du tout marqué. Ça, c'était surtout les gros méchants qui voulaient le pouvoir. Et là, on a le minimum. On a le minimum. Il y a les bases pour quelque chose qui aurait pu être très intéressant si ça avait été développé sur plus de temps. Et on donne le minimum à Tyrias pour avoir un peu de profondeur dans cette configuration, quoi. Et il en a un petit peu, c'est déjà bien, mais ça aurait pu être plus que ça. Enfin bref, au bout d'un moment, cherchant un petit peu, Mendoza, Laguerre et Gaspard finissent par se faire repérer par les trois autres mecs qui sont encore debout, parce que il leur faut du temps pour réveiller leurs congénères. Hein, c'est une pierre qui est un peu lente à la détente. Ça fait quand même quelques temps qu'ils l'ont. Hein. Ça fait plusieurs jours facilement qu'elle a été prise par les Olmecs, cette pierre. Hein. Donc, faut le temps, faut le temps. Et en se battant contre eux, ils n'ont aucune issue, mais c'est là que Mendoza a l'idée d'utiliser un vaisseau le mec qui traîne dans le coin pour faire diversion, tandis que Gaspard et Laguerre pourront se barrer, mais c'est là que Gaspard se dit ah, tu veux encore te faire mousser en rejoignant les héros, cette fois c'est moi qui vais le faire. Et donc c'est lui qui va faire diversion, histoire de nous montrer qu'il vaut quelque chose, non sans être un petit peu un branque. Une fois de plus, on ne peut pas s'empêcher d'en faire un guignol. C'est vraiment dommage parce que ce genre de choses, ça aurait pu être cool si on avait zappé des côtés. Ah, je sais pas sur quel bouton appuyer, ah, je fais n'importe quoi, ah, je suis un petit peu guignolesque sur les bords. Ce genre de choses, vous n'êtes pas obligé de montrer à chaque putain de fois. Et un petit peu gavant, ça. Enfin bon. Le fait est que grâce à ça, Laguerre et Mendoza parviennent à s'échapper des deux Olmecs qui les avaient en joue, hein, qui leur tiraient dessus, et ils finissent par atteindre la salle, comment on appelle ça, le cœur, je sais plus comment ça s'appelle, enfin, le générateur central de la ville. Hein, de cette petite ville Olmec qui est gardée par Tyrias. Et en reconnaissant Mendoza, il est prêt à s'ouvrir à la conversation et reconnaît que oui, la voie qui est choisie n'est pas forcément bonne, il avait déjà cette réflexion avant, et lorsqu'on lui parle d'anciens ennemis qui se rallient pour le plus grand bien, le sauvetage du monde, il est pris dans l'argument un peu vite. J'aurais pas été contre que cette conversation dure un petit peu plus longtemps, mais il est pris dans l'argument et se dit ok, je vais vous aider, il faut faire quelque chose, déjà défaire le générateur pour pouvoir prendre cette pierre d'Ophir. Et ce faisant, il attire l'attention de méchant le mec qui arrive pour essayer de tirer sur Mendoza. Et Tyrias se dit non, je vais pas vous laisser faire. Et il s'interpose pour prendre la flèche paralysante à la place. Et une fois de plus, c'était une flèche paralysante, donc il va pas en crever, logiquement. On essaie de nous faire un petit suspense là-dessus. Il peut pas crever de ça. On est d'accord.
Jusqu'à présent, c'était pas une arme létale, hein. Donc, ouais, sachant qu'à côté de ça, on voit Mendoza jeter son épée sur Mécha Olmec, ce qui l'assomme, dans une mise en scène visuelle très bizarre. Je peux vous montrer. Ok, est-ce que je suis censé croire que son pommeau lui a touché la tête ou un truc comme ça? Ok, pourquoi pas. Cela étant, voilà, c'est le cliffhanger et... Oh, est-ce que Tyrias est mort ou pas? Bah non, il est pas mort. Le suspense qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on va essayer de l'emmener, Tyrias, ou pas? Et ce sera un coup de pute qu'ils essayent pas de l'emmener. On verra, on verra ce qu'il en est. En tous les cas, c'était tout à fait correct, honnêtement, hein, à part quelques petits moments con-con auxquels on est habitué. Ça se poursuivait acceptablement. Une fois de plus, en acceptant la connerie, il faut sauver le monde d'un météorite qui va tomber. Ah, sachant que, oui, je dis ça quand même, il y a quand même le souci que j'ai depuis pas mal de temps, c'est le fait que on prenne cette urgence un peu à la légère. Je veux dire, c'est pas aussi gros que d'autres moments, mais voilà, tout le monde se marre un petit peu, tout le monde est un peu joyeux en poursuivant cette construction, et on sent pas la tension, l'urgence de la chose dans l'objectif qu'ils ont, c'est-à-dire sauver le monde, hein, d'un désastre imminent. Tout le monde se marre un petit peu, et je veux dire, on aurait pu rendre ça un tout petit peu plus sérieux. La façon dont Esteban Ezilla se moque un peu de Tao, qui donne des ordres et qui s'y croit un petit peu supérieur, ce genre de choses. Et on aurait pu édulcorer, enfin, un petit peu amenuire ça, de façon à ce que ça donne plus l'impression que ben, c'est grave la situation. Mais à nouveau, vous avez décidé de continuer avec exactement le même ton, la même ambiance, alors qu'on est censé empêcher la fin du monde. Hein, ça n'aide pas, hein, ça n'aide pas. Sinon, ça va, c'est pas mal, c'est pas mal comme épisode, je dirais. Hein. Rien de sensationnel, mais ça évolue acceptablement et il faut voir un peu comment ça va se goupiller par la suite, comment ça va se gérer avec les Olmecs, parce que j'ai le sentiment que ça va être un petit peu la fin des Olmecs dans l'épisode suivant, et après, ben, il restera 3 épisodes. 3 épisodes pour finir de construire à la cité, pour gérer le problème Ambrosius. Comment ça va se passer? On verra bien, on verra bien. À bientôt pour de futurs épisodes. Bye!